Nous sommes le 1er janvier 1963 sur Fuji TV et un petit robot japonais pose les bases du format qui deviendra plus tard celui de l'anime télévisé. Son nom, Astro Boy, et en japonais, Tetsuwan Atom. Une case d'environ 30 minutes, un nouvel épisode chaque semaine à la télévision. Et ce n'est que l'un des 15 faits que comporte cette vidéo. Avez-vous connaissance de ces 15 faits? Vous pouvez me répondre dans l'espace commentaire. Nous avons aussi des héroïnes absentes des livres, des titres français qui changent un petit peu le sens de l'histoire, des créateurs qui enfilent même le costume de leurs personnages. Et tout à l'heure, à la fin de la vidéo, vous aurez même un fait d'un anime qui a reçu une récompense officielle du Japon pour son histoire, que la France a vu comme une rude épreuve. Et si vous êtes de la génération cathodique, restez avec moi, parce qu'après ça, vous ne verrez plus ces animes de la même façon. Astro Boy, Tetsuwan Atom. Sur le site officiel d'Osamu Tezuka, il est dit noir sur blanc. Première série d'animation japonaise d'environ 30 minutes. L'œuvre qui a posé les bases de l'animation TV au Japon. Oui, mais la quasi une demi-heure existait déjà ailleurs. Mais le 1er janvier 1963, sur Fuji TV, produit par Mochi Productions, c'est lui qui installe pour de bon dans l'animation japonaise. Manga d'abord, dessin animé ensuite. 24 minutes d'épisode, environ une demi-heure d'antenne. Diffusion hebdomadaire, production en série. Avant Goldorak, avant Dragon Ball et bien avant le Club Dorothée. Pas seulement un héros de métal au grand cœur, mais le premier grand format de votre enfance à venir. Les mystérieuses cités d'or, Esteban, Zia et Tao, l'équipe solaire. Pour beaucoup d'entre vous, cette série est née tout entière de l'imagination des auteurs. Or, elle s'inspire librement d'un roman américain, The King's Thieves, de Scott O'Deill, paru en 1966, et connu en français sous le titre de La Route de l'Or. Librement, c'est le mot qui change tout, parce que le livre n'est pas la série. Dans le roman, pas d'équipe de choc, pas du même souffle, pas de ce trio que vous avez collé devant le petit écran. Les cités d'or ont pris une piste, puis elles ont tracé la leur. Un univers fantastique, technologique, inoubliable. Assez puissant pour que des millions d'enfants, dont peut-être vous, aient cru que tout avait été là dès la première image. Et pourtant, derrière Esteban, Zia et Tao, il y avait d'abord un livre, puis une liberté totale de le réinventer. Flo et les Robinson suisses. À l'écran, l'héroïne s'appelle Flo, une petite fille, un regard, une voix. Le centre de l'aventure pour toute une génération. Or, dans le roman de Johann David Wyss, le Robinson suisse, la famille naufragée, ce sont les parents et leurs fils. 4 garçons et pas une seule fille. Aucune héroïne nommée Flo. Le personnage n'existe pas dans le livre. Il a été créé pour l'adaptation animée japonaise Fujiki na Shima no Furone, produite par Nippon Animation en 1981, puis arrivée en France à partir du 19 décembre 1987. Des millions d'enfants ont grandi avec une Robinson que Johann David Wyss n'avait jamais écrit. Ils ont suivi ses pas sur l'île, ils ont retenu son prénom, ils ont aimé une héroïne née pour l'écran, mais pas pour la page. Le livre a raconté une famille, le dessin animé a donné un visage. Et ce visage, c'était le sien, celui de Flo. Et les titres, eux aussi, savent raconter autre chose que l'histoire. Jeanne et Serge. Pour beaucoup d'entre vous, ces deux prénoms ont ouvert le générique comme une histoire partagée. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Car on pensait qu'on allait avoir deux personnages principaux dans cet anime. Et pourtant, de l'autre côté du monde, le carton disait autre chose. Voyez le titre en version japonaise. Attaqueur Yu. Car dans la version japonaise, Jeanne s'appelle Yu Yazuki. Et le mot attaqueur, ce n'est pas un surnom romantique. C'est un poste. Au volleyball, la joueuse d'attaque. Le titre japonais place une fille et son sport au centre de tout. Sa carrière, ses matchs, sa volonté. Et Serge dans tout ça, eh bien, son rôle est juste une sorte de motivation pour l'athlète. Car dans le titre original, il ne le mentionne même pas. Mais le Japon a annoncé une attaquante. Et c'est ainsi qu'un même dessin animé peut entrer dans votre salon avec deux promesses différentes selon le mot collé à l'écran. Avant Usagi, avant Sailor Moon, avant le grand phénomène, avant que la France colle son enfance sur une seule héroïne, il y avait déjà une fille, Minako Eno, nom de code Sailor V, et derrière elle, une mangaka, Naoko Takeuchi,
l'auteur qui avait donné naissance à l'un des plus grands phénomènes du manga et de l'animation japonaise. Les premiers épisodes de Sailor V paraissent en août 1991 dans un supplément de Nakayoshi. Sailor Moon, elle, n'arrive dans Nakayoshi qu'au numéro de février 1992. Donc non, Sailor V n'est pas un dérivé sorti après le succès, c'est complètement l'inverse. Kodansha le présente clairement. Une œuvre à l'origine de la naissance de Sailor Moon, pas une suite, pas un bonus, mais une base. 13 ans, un chat blanc, Artemis, un stylo magique et seul sous le masque de Sailor V. Plus tard, dans l'univers de Sailor Moon, cette même Minako devient Sailor Venus, la leader des 4 guerrières chargées de protéger la princesse Serenity. Ce que beaucoup ont découvert en France comme un grand départ avait déjà commencé, sans Usagi, avec une seule fille et un nom de code, Sailor V. Armure, combat, esthétique japonaise. À première vue, encore une série de guerriers comme les autres. Erreur. Parce que Shurato, Tenku Shenki Shurato, ne s'appuie pas d'abord sur le folklore japonais. Son monde s'inspire largement de la mythologie hindoue et bouddhique. Les Asuras, les Devas, des forces divines qui s'affrontent dans un ciel parallèle au nôtre. Le Tenkukai. Et au centre, un lycéen, Shurato Hidaka, arrache à son quotidien, projeté dans ce royaume et révélé comme la réincarnation d'un roi, des noms qui ne viennent pas de nos cours de récré. Vinchu, Indra, tout un banc de cosmologie plus ancien que la série, plus vaste que le générique. On vous montrait des armures après l'école, et derrière l'écran, il n'y avait pas seulement du Japon des années 80. Il y avait l'Inde, des mythes, des dieux, des guerres célestes, un imaginaire millénaire cousu dans un dessin animé du mercredi. Alors, si ce retournement vous saisit comme il m'a saisi, abonnez-vous à la chaîne. C'est ce qui permet de rouvrir d'autres tiroirs de notre enfance catholique. Lamu, Juliette je t'aime et Ranma 1/2. 3 titres, 3 univers, 3 tons qui n'ont presque rien à voir les uns avec les autres. D'un côté, vous avez une extraterrestre collante, un lycée en pagaille et le chaos absolu. De l'autre, une pension de famille, des silences et un amour qui avance à pas feutrés. Et puis soudain, des arts martiaux délirants, une malédiction et un garçon qui se change en fille dès qu'il commence à se mouiller. Extraterrestre, pension de famille et dojo et eau froide. On jurait 3 créateurs différents. Et pourtant, une seule signature, Rumiko Takahashi. Lamu fut sa première grande série, puis vint Maison Ikoku, devenue en France Juliette je t'aime, et puis Ranma 1/2. Le rire, la romance, le grand n'importe quoi martial. Toute cette diversité, tout ce que vous avez collé à l'écran sans faire le lien, sort de la même imagination, sort du même crayon. Une seule femme, 3 obsessions et des millions d'enfants qui ne savaient pas encore qu'ils regardaient les œuvres de la même créatrice. D'un côté, nous avons Cat Size, les 3 sœurs voleuses, et de l'autre, Nicky Larson, le détective au cœur trop grand et à un poil obsédé. Même auteur, Tsukasa Ojo. Quand Cat Size s'achève, il enchaîne sur City Hunter. Ryo Saiba, notre Nikki, était déjà en germe. Dans Cat Size, le policier Quentin, Toshio Utsumi, porte déjà dans le dessin quelque chose du futur Larson. Puis, le clin d'œil le plus clair dans Nicky Larson. Un café s'appelle Cat Size, tenu par Mammouth. Et dans le film Private Eyes, ce café appartient aux sœurs Chamad, Alex, Tam, Sylvia, les fameuses voleuses. Sans ces 3 sœurs, Nikki n'aurait peut-être jamais eu ce visage-là. Shiremiel, en version originale Cuteoni. Malgré son statut culte, la première série tient en 25 épisodes. Du 13 octobre 1973 au 30 mars 1974 sur les chaînes de TV Asahi et TV Tokyo, sur un créneau du samedi 20h30. Mais la vraie ironie n'est pas la durée. À l'origine, elle est dans la course pour le lundi 19h, la case des héroïnes Toei. Sauf qu'une autre gagne, Miracle Socho Limit-chan. Cuteoni bascule au samedi 20h30, une case plus tardive pour un public un peu plus âgé. Alors attention, sa sensualité n'est pas née de ce changement. Non, non, elle est là dès la conception. Ken Hariga de la planification Toei demande à Go Nagai, une héroïne super sexy, aux tenues sans cesse renouvelées. Nagai invente alors la transformation où One se retrouve un instant nu, le One Flash. 25 épisodes plus tard, tout s'arrête. Pas à cause d'une faute d'audience,
Non, dans sa rétrospective des 70 ans, Toei rappelle que la série gagnait en popularité, mais que son contenu était jugé trop stimulant pour les enfants. Donc le paradoxe était là. On lui demande d'être sexy, on lui donne le honey flash, et ce même caractère contribue à son arrêt. Le mythe est immense, la première série ne dure que 6 mois. Crémy, merveilleuse Crémy. En 1983, le studio Pierrot lance la chanteuse Crémy. Yu Morisawa, 10 ans, se transforme en jeune femme et devient une idole de la chanson. Mais derrière l'écran, l'histoire est presque aussi forte. Pour la voix de Yu et de Crémy, le studio Pierrot choisit Takako Ota, chanteuse débutante. Et la voix officielle japonaise de Crémy et Yu, le 25 juillet 1983, à 15 ans, elle sort son premier single, Delicate ni Tsukishite, le générique japonais de la série. Et pendant que Crémy naît à l'écran, Takako commence réellement sa carrière au Japon. L'idole imaginaire et l'idole réelle. Fiction et vie branchées sur le même micro. Créé par Masakatsu Katsura, celui qui fera ensuite Video Girl High, mais Katsura ne s'est pas contenté de dessiner son super-héros. Dans les années 80, il fait réellement fabriquer un costume de Wigman par Rainbow Zukai, une société spécialisée dans les costumes de tokusatsu. Et en 1985, Katsura enfile lui-même le costume et pose devant l'objectif. Des photos sont notamment publiées dans le magazine japonais Fan Road. Photos de l'époque, costume, pose, et encore plus étonnant encore, le prototype de ce costume existerait toujours près de 40 ans plus tard et servirait de référence pour l'adaptation en prise de vue réelle de 2024. Le créateur n'a donc pas seulement dessiné Wigman, pendant un instant, il est devenu lui-même ce qu'il a créé. Là, si cette image vous fait sourire, un petit pouce bleu aide énormément à ce travail d'archive. À la tête de la mise en scène, Hideaki Anno. Quelques années plus tard, en 1995, ce même homme créa Neon Genesis Evangelion. La série que beaucoup ont découverte en France, notamment dans Youpi l'école est finie, portait déjà des idées, des compositions et une certaine tension visuelle du futur maître d'Evangelion. Vous ne regardiez pas juste une aventure, vous regardiez l'avant-salle d'un séisme. Le 17 mai 1991, le CSA inflige une sanction officielle à TF1. Décision numéro 91.391. Dans le texte, on lit Dragon Ball avec le fameux épisode diffusé le mercredi 5 décembre 1990 de 9h10 à 9h33, le fameux épisode où Sangoku et Piccolo Jr. se battent pendant la finale du 23e Tenkaichi Budokai, dans lequel Piccolo blesse sérieusement Goku aux bras et aux jambes avant que ce dernier utilise la technique du vol pour faire sortir son adversaire de l'arène. Des scènes jugées trop dures pour le jeune public, mais un détail est souvent oublié. La même décision vise aussi Superboy, une série américaine. Même créneau, même reproche de contenu violent à des horaires enfants. Donc ce n'est pas seulement les animés japonais, c'est une chaîne rappelée à l'ordre pour plusieurs programmes. Pour beaucoup d'entre vous, le catch déjanté du mercredi, l'ail, les coups, les cris, puis un costume provoque une réaction officielle. Broken Jr., catcheur allemand, compagnon de Muscleman. Sur son maillot, rouge, disque blanc et au centre, une croix gammée noire. 1990, le CSA intervient. Broken Jr. n'est pas un ennemi, il aide le héros contre ses adversaires. Le symbole Nadi se retrouve sur un personnage présenté favorablement. Pour le CSA, c'est inacceptable. Il demande à TF1 que ces images ne soient plus diffusées. Alors attention, pas l'interdiction de tous les dessins animés japonais, pas dans le communiqué une interdiction générale de Muscleman. La demande est précise, ces images, ce symbole. TF1 annonce la suppression des séquences concernées. Un dessin sur un costume suffisait à faire entrer le mercredi dans un communiqué du régulateur français. Et voici le dernier fait, le plus troublant. Princesse Sarah. En France, pour des milliers d'enfants, un souvenir lourd. Les humiliations, le froid, l'injustice. Au Japon, Showa 60. La série reçoit 2 distinctions officielles. Le prix d'encouragement culturel pour le bien-être de l'enfance du ministère de la Santé, une histoire que la France a souvent vécue comme une épreuve. Le Japon l'a officiellement distingué pour sa valeur destinée à la jeunesse. Alors, voilà ce que ces 15 faits racontent vraiment. Nos dessins animés n'étaient pas de simples bulles colorées. Ils étaient des formats posés dès 1963, des romans librement transformés, des héroïnes nées pour la télé, des titres qui changent le sens, des auteurs qui traversent l'écran, des idoles qui naissent pour de vrai, des décisions d'adultes
et des regards différents selon le pays. Surtout, ils étaient le lien invisible d'une génération. Vos souvenirs d'enfance comptent encore aujourd'hui. Ce que vous avez vécu devant ces écrans, les générations futures ne le vivront jamais de la même façon. Alors dites-moi dans l'espace commentaire quel fait vous a le plus surpris et quel dessin animé on doit ouvrir dans un prochain dossier.